Bon, ben bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous enseigner l'équivalent de la section 3.3. Allons-y. La section 3.3 du livre de physique XXI mécanique, ça s'appelle l'énergie potentielle gravitationnelle. Ce qu'on va voir dans cette section-là, c'est, comme son nom le dit, l'énergie potentielle gravitationnelle. On va voir une formule qui est celle-là ici. C'est l'équation importante en fait là, de la section 3.3 qui va vous permettre de calculer l'énergie potentielle gravitationnelle et ensuite d'appliquer ça à des cas de conservation de l'énergie. Il y a une raison pour laquelle, dans la séquence des sections, on a commencé d'abord à la section 3.2 par vous parler de l'énergie potentielle du ressort, parce que c'est un petit peu plus facile à comprendre, probablement c'est un petit peu plus concret, parce qu'un ressort, là, si vous avez un système bloc ressort devant vous, ben le ressort, vous le voyez pour vrai avec vos yeux, c'est un objet qui est physique, puis vous comprenez justement que c'est possible d'avoir une certaine quantité d'énergie qui est stocké et emmagasiné dans le ressort. Donc on comprend par exemple que si on a un ressort qui est à sa longueur naturelle, quand il est à sa longueur naturelle, bon, il est pas étiré, il est pas comprimé, donc il va avoir une énergie potentielle égale à zéro. Là, si on suit la formule 1 demi K fois E au carré, entièrement égal à zéro, donc l'énergie potentielle est égale à zéro. Ce qu'on a vu à la section 3.2, c'est que si on prend ce ressort-là, puis qu'on l'étire d'une certaine distance. Donc, si le ressort a un certain étirement, il va avoir une certaine énergie potentielle du ressort, qu'on pourrait calculer. C'est 1 demi fois K fois l'étirement au carré. Et fait que si on prend le ressort avec nos mains, on l'étire, puis là on le maintient immobile à cet endroit-là. En ce moment, ce qui arrive, c'est que le ressort, il y a une certaine énergie potentielle, mais il n'y a pas d'énergie cinétique. Okay. Puis si à partir de là, il est immobile, là, il est au repos, nous, on lâche le bloc. Quand on va le lâcher, qu'est-ce qui va arriver? Ben, le ressort, ce qu'il va faire, c'est qu'il va exercer une force vers la gauche. Il va essayer de revenir à sa position d'équilibre. En faisant ça, il va exercer un travail sur le bloc, donc il va lui donner une certaine vitesse, et tout en revenant à sa position d'équilibre, c'est que l'étirement va s'en aller. L'étirement va redevenir progressivement égal à zéro, puis pendant que ça va faire ça, la vitesse va augmenter. Donc ce qui va arriver, c'est qu'on va assister à un transfert d'énergie. Donc c'est de l'énergie potentielle de ressort qui va se transformer en énergie cinétique. Et comme l'énergie est conservée, c'est exactement la même quantité. Donc par exemple, si ici on avait là, 100 joules d'énergie potentielle, ben, quand le bloc va revenir ici, il va avoir maintenant 100 joules d'énergie cinétique. Il y a juste eu un transfert, là, un transfert, une transformation d'énergie potentielle à énergie cinétique. C'est ce qu'on a vu là, en gros, à la section 3.2. À la section 3.3, vous allez voir, c'est pas mal l'équivalent, sauf que ce sera pas des ressorts, là, ça va être l'équivalent un peu de ça dans la gravité. C'est pour ça on vous enseignait d'abord le 3.2 avec les ressorts, parce que la gravité, oui, c'est un petit peu l'équivalent, mais ce que vous allez voir, c'est quand même un petit peu moins concret, c'est un peu plus abstrait. Okay? Mais l'idée reste à peu près la même, c'est que la force de gravité, c'est une force qui agit à distance, là, qui vous attire vers le centre de la planète Terre. Imaginez ça que vous pouvez imaginer que c'est comme une espèce de ressort invisible, une espèce de ressort virtuel qu'il y aurait entre vous et le centre de la planète Terre. Vous pourrez imaginer ça comme ça. Donc, ce ressort-là exerce toujours une force qui tend à vous ramener vers le bas. C'est comme si je sais que ça se peut pas vraiment, mais c'est comme si la longueur naturelle de ce ressort-là, c'était égal à zéro. Okay? Fait que c'est comme si le ressort il est tout le temps en train d'essayer de forcer pour revenir jusqu'au centre. Okay? Ça peut pas vous amener vraiment jusqu'au centre parce que quand vous êtes à la surface de la Terre c'est solide, puis ça peut pas forcer assez fort pour vous faire rentrer dans le sol. Mais ça exerce quand même une certaine force vers le bas. Parce que quand vous êtes à la surface de la planète Terre, vous avez un certain poids là, qui s'appelle mg, qui vous ressentez vers le bas. Et si vous vous élevez dans les airs d'une certaine distance, d'une certaine hauteur là, qu'on va appeler y, mais ce qui va arriver, c'est que plus que vous êtes haut dans les airs, plus que votre hauteur y est grande, plus que le ressort imaginaire qu'il y a entre vous et le centre de la planète Terre, plus qui est étiré. Donc ça correspond à une énergie potentielle qui est plus grande. Et
un peu comme on vient de voir dans l'exemple précédent ici, qu'est-ce qui arrive, c'est que si vous avez le ressort qui est étiré à une certaine valeur d'énergie potentielle, quand on va le lâcher, ben, l'énergie potentielle va se transformer en énergie cinétique. Fait que ici, c'est un peu l'équivalence de ce qui se produirait. Fait que si on a un bloc qui est ici, en ce moment, là, s'il est immobile, il y a une certaine valeur d'énergie potentielle gravitationnelle. Puis quand on va le lâcher, ben, il va retomber à la surface de la Terre. C'est comme un objet qui tombe là, en chute libre. Quand il va tomber, ce qui va arriver, c'est que sa hauteur y va diminuer. Donc l'objet, en tombant, il va perdre de la hauteur. En perdant de la hauteur, il va perdre de l'énergie potentielle gravitationnelle. Fait qu'on voit là que ça va descendre. Et la quantité d'énergie potentielle qui a descendu, c'est exactement la même quantité d'énergie cinétique qui a augmenté ici. Donc encore une fois, il y a juste eu une transformation. C'est juste de l'énergie potentielle gravitationnelle qui s'est transformée en énergie cinétique. Okay. Fait que c'est pour ça que je vous dis, c'est exactement le même principe que ce qu'on a là. C'est exactement l'équivalent, sauf que, bon, moi je suis d'avis que c'est un petit peu plus facile à comprendre dans le cas d'un ressort que dans le cas de la gravité, mais l'idée est la même. Okay. Vous allez voir les calculs qu'on va faire dans la section 3.3, ça va ressembler vraiment beaucoup à ce qu'on a fait dans la section 3.2. C'est juste que, bon, ça va être pour le cas de la gravité, mais c'est le même genre de choses qu'on va faire. Vous allez voir, ça va vraiment vous rappeler la section 3.2, mais ça va être pour appliquer à la gravité. Une des premières choses qu'il faut faire pour trouver l'énergie potentielle, c'est de partir de la définition du travail. Donc, on dit que le travail, là, c'est par définition le produit scalaire du vecteur force avec le vecteur déplacement. On avait vu aussi qu'on pouvait écrire ça de cette manière-là. C'est exactement l'équivalent. On a dit que c'est le module du vecteur force fois le module du vecteur déplacement fois le cosinus de l'angle qu'on appelle θ fs, là, qui est l'angle qu'il y a entre le vecteur force et le vecteur déplacement. Prenons un exemple simple, l'exemple de la situation 1, qu'il y a dans la section 3.3. On vous met une petite mise en contexte qu'on va réutiliser tout au long de la section. C'est qu'on a une pièce avec des objets. Il y a une table qui mesure 1 mètre de haut. Et à 3 mètres du plancher, il y a une brique. Okay? Cette brique-là est à 0,5 mètres du plafond. Donc la pièce mesure 3,5 mètres de haut. Et là, ce qui va arriver, c'est que on prend la brique qui est placée à une hauteur de 3 mètres par rapport au sol et on va, cette brique-là, on va la laisser tomber jusque sur la surface de la table. Donc la brique va tomber d'une hauteur de 2 mètres. Elle va passer de 3 mètres à 1 mètre. Et on veut calculer dans cet exemple-là, c'est quoi le travail qui est effectué par la gravité, par la force de gravité, quand la brique va être ici puis va tomber sur la table. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on connaît la masse de notre brique, 0,4 kg. Donc, comme on connaît sa masse, on peut calculer c'est quoi sa force de gravité. La force de gravité, c'est juste m fois g, donc 3,92 newtons qui force vers le bas. Quand la brique va tomber, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire un déplacement de 2 mètres vers le bas. Si on veut calculer le travail qui va être fait par la gravité, on a juste à appliquer cette formule-là. Donc, le module de la force, qui est la force de gravité dans ce cas-ci, fois le module du déplacement, qui va être 2 mètres, fois le cosinus de l'angle qui est entre les deux. Dans ce cas-ci, l'angle va être égal à 0 parce que la force de gravité pointe vers le bas et le vecteur déplacement pointe lui aussi vers le bas. Et quand vous avez deux vecteurs qui pointent dans la même direction, l'angle entre les deux, c'est 0 degré. Okay? Puis cause de 0 degré, ça donne 1. Donc le travail qui est fait par la force de gravité dans cet exemple-là, avec les chiffres qu'on nous donne ici, c'est 7,84 joules. Okay? C'est un travail qui est positif. Comme c'est un travail qui est positif, ça veut donc dire que la gravité a aidé la brique à aller de plus en plus vite. Puis effectivement, on comprend. C'est la gravité qui a fait accélérer la brique vers le bas. C'est la gravité qui a donné l'énergie cinétique à la brique, là, qui l'a fait aller de plus en plus vite. Fait que c'est un exemple numérique pour voir que ça fonctionne. Le signe du travail a bien du bon sens. Donc, côté logique, tout fonctionne bien. Okay. Si on avait essayé de faire ça, mais pas avec des chiffres, juste avec de l'algèbre, qu'est-ce qu'on aurait dit? Ben, on aurait dit que la force de gravité cachée sur la brique, c'est mg. Le déplacement que la brique a effectué entre la position initiale et la position finale, c'est un déplacement de 2 mètres. On le sait d'après les chiffres, mais algébriquement, comment on fait pour obtenir ça? Ben, on a fait tout simplement 3 mètres moins 1 mètre. Hein. Donc, c'est ce qu'on a fait ici algébriquement, c'est qu'on a dit c'est la position initiale de la brique moins la position finale, donc 3 mètres moins 2 mètres, 3 mètres moins 1 mètre, qui nous a donné un déplacement de 2 mètres. Et bon, là, l'angle c'était égal à 0, donc cos 0 donnait 1. Et sur l'écran d'algèbre, ça veut dire que le travail qui est fait par la force de gravité
c'est le module de la force, donc mg, fois le module du déplacement qui était yi moins yf, fois cos de 0 qui est égal à 1, donc mg fois yi moins yf fois 1. Et si on distribue ça ici, on obtient deux termes, là, mgyi moins mgyf. Je sais pas si vous vous rappelez, mais quand on avait fait de la section 3.2, on avait procédé comme ça, on avait trouvé là, c'est quoi le travail qui était fait par le ressort dans une certaine situation. Et ce qu'on avait vu, c'est que le travail fait par le ressort nous donnait quelque chose là, qui était la différence de deux termes algébriquement pareils. Et c'est ce terme-là qu'on avait défini comme étant l'énergie potentielle du ressort. Donc pour la gravité, c'est exactement la même chose qu'on fait. C'est vraiment exactement l'équivalent. On a calculé de manière algébrique c'est quoi le travail qui est fait par la gravité dans une situation quelconque. En faisant ça, on remarque que le travail qui est fait par la gravité, c'est égal à la différence de deux choses, hein, de deux termes là, algébriques qui ont exactement la même structure, là, m fois g fois y. C'est juste qu'il y a un terme qui dépend de la position initiale, yi, et l'autre terme dépend de la position finale, yf. Donc cette chose-là, ce morceau algébrique-là, c'est ça qu'on va définir comme l'énergie potentielle gravitationnelle. Okay. Donc c'est pour ça qu'on va dire que l'énergie potentielle gravitationnelle, ça se calcule en faisant m fois g fois y. Donc ça on va appeler ça UGI, ça on va appeler ça UGF, donc l'énergie potentielle gravitationnelle initiale et l'énergie potentielle gravitationnelle finale, ce qui nous permet donc de dire que le travail qui est fait par la force de gravité, dans n'importe quelle situation, ça va toujours être égal à ça ici, donc la quantité d'énergie potentielle gravitationnelle initiale moins la quantité d'énergie potentielle gravitationnelle finale. Okay. Pour le ressort, en passant, c'était exactement la même chose, juste que c'était des R. Le travail fait par un ressort, c'était URI moins URF. Fait que vous voyez que c'est exactement la même chose là, qui se produit avec la gravité que ce qui se produisait pour le ressort. C'est vraiment le même principe. Okay. Et évidemment, si on calcule ça, ok, ben c'est sûr que ça donne la même chose. Dans l'exemple qu'on avait fait tout à l'heure, on avait calculé le F fois S fois cos θ. Pour cet exemple-là, numériquement, ça donnait 7,84 joules. On aurait pu directement calculer le travail exercé par la force de gravité pendant que la brique là, tombe sur la table en utilisant directement ça. Donc, calculer la quantité d'énergie potentielle initiale, mgyi, et soustraire la quantité d'énergie potentielle finale, mgyf, et évidemment la différence des deux aurait donné aussi exactement le 7,84 joules. Donc c'est juste pour vous montrer que ça donne exactement la même chose, c'est une bonne façon de faire ça. Et ce qui est cool aussi avec cette formule-là, c'est que ça fonctionne dans tous les cas. Peut-être que des gens diraient, ouais, mais là, la situation 1, c'était quelque chose d'un peu particulier, c'est un objet qui tombait en ligne droite, tu sais, ce sera peut-être pas toujours ça, ok? Ce serait pas toujours une chute libre verticale vers le bas. Ben, vous avez raison, ça pourrait être quelque chose de complètement différent que ça, mais ce que je vais vous montrer, c'est que ça marche dans tous les cas. Ici, on a quelque chose d'un peu plus compliqué, d'un peu plus différent. Fait que c'est pas un bloc qui tombe verticalement là, en chute libre, c'est un bloc qui est posé sur un plan incliné et qui va descendre, glisser vers le bas du plan incliné. Fait que déjà ici, c'est un peu moins simple là, dans le sens que le vecteur déplacement pointe pas directement dans le même sens que la force de gravité, donc il va y avoir un certain angle θ entre les deux. Mais quand même, ce qu'on regarde, c'est que si on voulait calculer de manière très très générale là, en faisant c'est quoi le travail que la force de gravité fait dans cet exemple-là quand le bloc part de la position initiale ici puis qu'il se déplace jusqu'à la position finale. Si on applique l'équation qui dit que le travail fait par une force, c'est le module de la force fois le module du déplacement fois le cos de l'angle entre les deux, qu'est-ce que ça va donner? Ben, le module de la force, c'est mg. Le module du déplacement, ce serait bon la longueur de cette flèche-là ici, qui est la longueur du vecteur déplacement. Mais après ça, on va multiplier ça par le cos de l'angle. Puis l'angle, c'est l'angle qu'il y a entre le vecteur déplacement puis notre force de gravité qui pointe vers le bas. Donc si vous regardez le schéma ici, vous remarquez que si on fait là S fois cos θ, ben S fois cos θ, ça va nous donner juste la longueur de ce petit morceau de flèche-là ici. C'est comme la projection en fait du vecteur S là, projeté sur le vecteur mg, donc juste de ici jusqu'à ici. Et la distance entre là et là, qu'on appelle la distance h majuscule, ben ça correspond directement à la différence des hauteurs. Donc la position initiale yi moins la position finale yf. Okay. Fait que même dans un cas plus compliqué comme ça, un bloc sur un plan incliné avec un angle, tout ça, ben ça revient quand même que quand on calcule là, f fois s fois cos θ,
algébriquement, ça revient encore à dire mg fois yi moins yf. C'est exactement la même chose que ce qu'on avait dans le cas plus simple de la situation 1 où le truc faisait juste tomber en ligne droite vers le bas. Donc, en tout cas, ça pour vous dire que écrire ça, là, que le travail fait par la gravité, c'est mg fois yi moins mg fois yf, ou écrire mg yi moins mg yf, c'est-à-dire que c'est la différence des énergies potentielles. Ça marche tout le temps, tout le temps, tout le temps, dans toutes les situations, même les situations qui sont un petit peu plus compliquées. C'est vraiment une formule générale qui marche tout le temps. Fait qu'on peut vraiment l'utiliser à partir de maintenant, là, dire que l'énergie potentielle gravitationnelle, ça se calcule en faisant m fois g fois y. La seule affaire qu'il faut faire attention, c'est que quand on utilise cette formule-là, on a une petite restriction, là, une petite mise en garde, c'est que ça va fonctionner uniquement si l'axe Y pointe vers le haut. Okay? Comme ici, par exemple, l'axe Y pointait vers le haut. Ça, c'est la position initiale, ça, c'est la position finale. Vous êtes obligé de mettre un axe Y qui pointe vers le haut. Si vous mettez un axe Y qui pointe en diagonale ou qui pointe vers le bas, ça ne fonctionnera pas. Cette formule-là, on a le droit d'utiliser. Elle est correcte, là, elle marche tout le temps, c'est une bonne formule, mais elle fonctionne juste à condition que dans notre problème, là, quand on fait notre schéma, tout ça, il faut mettre notre axe Y qui pointe vers le haut. Bien, bien important, sinon ça ne marchera pas, ça ne donnera pas les bons résultats. Oui, donc c'est ça. Ce qui est le fun avec cette formule-là, c'est que ça nous permet de résoudre des problèmes qu'on n'aurait pas été capable de résoudre auparavant là, si on avait utilisé uniquement la théorie qu'on a vue dans les chapitres 1 et les chapitres 2. Par exemple, si on regarde ça ici, là, imaginez que vous avez un bloc qui arrive avec une certaine vitesse initiale là, sur une espèce de plateau là, qui est à une certaine hauteur. Puis là, il commence à descendre une pente, mais c'est pas un beau plan incliné en ligne droite là, comme ce qu'on voit ici. C'est vraiment une pente là, qui est un peu quelconque, qui change constamment d'angle. Okay? Ce qui va arriver, c'est que si on essaie de résoudre ça par F égale à MA, par exemple, là, ben, si l'angle change constamment, c'est-à-dire que la composante du poids qui pointe vers le bas du plan incliné, là, qui se correspond à mg fois sin θ, ben ça changerait constamment. Donc si ça change constamment, c'est-à-dire que l'accélération va changer constamment. Si l'accélération change constamment, on peut pas utiliser les équations du MUA pour trouver la vitesse. Donc on serait pas vraiment capable là, de trouver, par exemple, ce serait quoi la vitesse du bloc ici, en utilisant uniquement la théorie des chapitres 1 et des chapitres 2. Sauf que, vous allez voir, maintenant qu'on connaît la conservation de l'énergie, ça se ferait super bien parce que dès qu'on connaît la hauteur initiale de notre bloc, puis la hauteur finale, c'est même pas vraiment important de savoir qu'est-ce que le bloc a fait comme trajectoire exacte là, entre le point 1 et le point 2, ça a été quoi exactement les angles qu'il y a eu à chaque instant. C'est même pas important parce que si on connaît le YI puis le YF, on peut calculer l'énergie potentielle gravitationnelle initiale et finale, et la soustraction des deux énergies potentielles nous donne directement le travail que la gravité a fait entre le point initial et le point final. En tout cas, juste pour faire réaliser qu'avec ce qu'on est en train de voir dans la section 3.3, ça nous permet de résoudre des problèmes qu'on n'aurait pas été capable de résoudre autrement en utilisant uniquement la théorie des chapitres 1 et 2. Okay. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un peu l'équivalent de ce qu'on avait fait avec les ressorts. C'est que maintenant qu'on a vu l'énergie potentielle gravitationnelle, on va juste se donner une espèce d'avant-goût du principe de conservation d'énergie qui va vraiment être complet là, une fois qu'on aura terminé la section 3.4. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur des problèmes où le travail total, ce serait un travail qui serait fait uniquement par la gravité. Donc on imagine un problème relativement simple dans lequel il n'y a pas de ressort, il n'y a pas de frottement, il n'y a pas de tension, il n'y a rien. Là. La seule force vraiment qui fait du travail dans le problème qu'on va imaginer, c'est la gravité. Donc le travail total, ce serait juste le travail fait par la gravité. Donc le théorème de l'énergie cinétique, qu'on a vu à la section 3.1, dit que l'énergie cinétique finale égale l'énergie cinétique initiale plus le travail total. Si on imagine une situation où le travail total serait uniquement du travail fait par la gravité, on aurait donc ça comme ça. Et le travail fait par la gravité, ben on a vu que ça correspondait seulement à la différence des deux énergies potentielles gravitationnelles. Donc on peut remplacer le travail fait par la gravité par UGI moins UGF. Et le terme négatif ici, on peut l'amener à gauche de notre côté de notre égalité en changeant le signe. Donc ce que ça nous donne ça ici. KF plus UGF est égal à KI plus UGI. Et ça ici, c'est l'équation qui représente, qui nous indique le principe de conservation de l'énergie. C'est-à-dire que si vous avez un objet qui se déplace, ben, à un certain instant,
il va avoir une certaine énergie cinétique et une certaine énergie potentielle gravitationnelle. La somme de ces deux énergies-là va donner un nombre quelconque, là, disons, je sais pas, 100 joules. Okay? Et là, ce qui va arriver, c'est que, comme l'énergie est conservée, c'est que si l'objet se déplace, change de hauteur, par exemple, ben, s'il change de hauteur, il va changer d'énergie potentielle, il va changer de vitesse aussi, mais la somme des deux, l'énergie cinétique plus le potentiel, va être conservée. Okay? Donc cette équation-là, ça nous indique réellement là, le principe de conservation de l'énergie. Pour l'imaginer un petit peu mieux, j'ai fait une petite animation qui est disponible sur mon site web qui s'appelle Ben Énergie Pendule. Je vais vous la faire fonctionner dans quelques instants. Vous allez voir, c'est un pendule là, qui oscille comme ça de gauche à droite, donc il va changer de hauteur et il va changer d'énergie aussi. Puis, avant de faire fonctionner l'animation, on pourrait se poser comme question là, à quel endroit dans l'oscillation du pendule est-ce que notre énergie cinétique va être maximale? Et on pourrait se poser aussi comme question à quel endroit est-ce que l'énergie potentielle va être maximale. C'est de deviner un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Je vais démarrer l'animation. Okay, on va regarder ça ensemble. Okay. Fait que ce qu'on voit ici, c'est un ressort. Pas un ressort, pardon, un pendule okay, qui oscille comme ça de gauche à droite. Okay. La petite flèche rouge Bourgogne là, que vous voyez, c'est une flèche qui nous indique la vitesse du pendule. Donc vous voyez que quand on arrive aux deux extrémités du pendule, c'est sûr et certain que le pendule doit, pendant une fraction de seconde, être immobile, parce que sa vitesse doit changer de côté, il doit s'arrêter avant de changer de côté. Et comme la corde ici a une longueur fixe, ben, c'est sûr que quand le pendule oscille comme ça, vous le voyez, des fois il est plus haut, des fois il est plus bas, des fois il est plus haut, des fois il est plus bas. Et ici on remarque qu'est-ce qui se passe, comment ça va influencer avec les petites flèches qu'on voit là. Donc vous remarquez, c'est exactement l'équivalent du petit programme là, que je vous avais montré pour le ressort, mais cette fois-ci c'est un pendule. Donc on a encore une fois une colonne d'énergie cinétique et une colonne d'énergie potentielle cette fois-ci. Et encore une fois, on remarque que le principe de conservation de l'énergie, on voit très bien là, visuellement, c'est qu'on a nos deux petites barres d'énergie. Et dès qu'il y a une des barres qui est en train de descendre, ça veut dire qu'au même moment, l'autre barre est en train de monter, parce que c'est juste de l'énergie qui change de forme, c'est de l'énergie qui se transforme. Okay, fait que ça se peut, par exemple, que de l'énergie cinétique se transforme en énergie potentielle et qu'un peu plus tard, de l'énergie potentielle se transforme en énergie cinétique. Mais la somme des deux, que je représente par la troisième colonne que j'appelle E étant l'énergie mécanique totale, ben, la somme des deux, c'est tout le temps une constante. Fait que si on arrête l'animation à un certain moment, à ce moment-là, le pendule avait une certaine vitesse, donc une certaine énergie cinétique, qui était à une certaine hauteur, donc il y avait une certaine énergie potentielle gravitationnelle, puis si on fait la somme des deux, l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle gravitationnelle, c'est comme si je mettais la petite colonne par-dessus l'autre, ben la somme des deux va être quelque chose qui est tout le temps égal. L'énergie va être conservée. Fait que mettons que la somme des deux, c'est 100 joules, là, ben ça veut dire que peut-être que, je sais pas, là, ici on avait 25 joules d'énergie cinétique, puis 75 joules d'énergie potentielle, la somme des deux donne 100 joules. Puis si on prend le pendule à un autre instant, donc comme ça, là ça se peut qu'on ait beaucoup d'énergie cinétique, presque pas d'énergie potentielle, mais la somme des deux va quand même donner 100 joules, parce que justement l'énergie est conservée. Okay. C'est quoi les points qui sont les points un peu extrêmes là? Ben, il y a évidemment les deux extrémités de notre oscillation. Donc si on arrive par exemple ici exactement là, à une des deux extrémités de l'oscillation, bien sûr que la vitesse va être égale à 0, donc l'énergie cinétique aussi va être égale à 0. Quand on arrive ici, le pendule doit s'arrêter momentanément pour changer de côté. Et s'il n'y a pas d'énergie cinétique, ça veut dire que toute son énergie va être sous forme d'énergie potentielle. Et effectivement, quand un pendule oscille comme ça de gauche à droite, ben, quand il arrive à une de ces deux extrémités, c'est là qu'il va être le plus haut aussi. C'est là que l'angle θ va être le plus grand avec la verticale. Donc c'est là que la hauteur va être la plus grande possible. Et il y aurait l'autre extrémité là, du pendule qui serait exactement la même chose. Quand on arrive à l'autre extrémité du pendule, encore une fois, la vitesse serait 0 et l'énergie potentielle serait maximale. Et l'autre point un peu spécial, c'est le point qui est exactement au centre de l'oscillation, donc le point le plus bas qui est atteint par le pendule. Ce serait le point ici. Ces deux points-là, à peu près c'est celui-là. Donc au point le plus bas, ce qui arrive, c'est que notre hauteur, c'est la hauteur la plus basse possible. Donc on pourrait faire correspondre ça à l'énergie potentielle égale à 0. Et c'est là que le pendule va se déplacer
le plus rapidement possible. Donc sa vitesse va être la plus grande possible et son énergie cinétique va être la plus grande possible. Donc, moi personnellement, j'aime bien les petites barres comme ça. C'est ça qui m'aide le mieux à comprendre. J'ai fait tout dans mon animation là, des graphiques. Fait qu'on pourrait tracer un graphique de l'énergie en fonction du temps. L'énergie potentielle, par exemple, c'est en vert. L'énergie potentielle en fonction du temps et l'énergie cinétique en fonction du temps. Donc vous voyez que ça change. Hein, ça augmente, ça diminue, ça augmente, ça diminue. Mais ce qui est intéressant, c'est que les deux sont tout le temps opposés. C'est-à-dire qu'au moment où l'énergie potentielle atteint son maximum, ben, au même moment l'énergie cinétique atteint son minimum, de sorte que la somme des deux va toujours donner quelque chose qui est constant. Ça montre encore une fois que l'énergie est conservée. L'énergie va juste passer d'une forme à l'autre, va se transformer d'une forme à l'autre, mais l'énergie totale va être conservée. Je vais fermer ça. Ok. Oui, ok. Ce qu'on a dit tout à l'heure concernant l'énergie potentielle gravitationnelle, c'est que quand vous faites un problème, là, vous êtes obligé de mettre votre axe Y vers le haut. Ça c'est essentiel. Okay? La chose qu'on n'a pas encore discuté, c'est quand on fait ça, là, oui, c'est correct, on met un axe Y vers le haut, mais quand on arrive pour calculer des valeurs d'énergie potentielle, des MGY, là, MGYI, MGYF, ben, notre coordonnée Y, la hauteur là, Y de nos objets initial et final, ben, évidemment, ça va dépendre de comment on a gradué notre axe Y. Et en particulier, ça va dépendre de quelle position sur l'axe Y on a décidé d'appeler Y égale à 0. Okay? Et ce que je veux vous montrer maintenant, ce qui est expliqué dans le livre, c'est que l'endroit que vous décidez d'appeler Y égale à 0, c'est pas important. C'est un choix qui est arbitraire. Fait que vous avez le droit de placer où vous voulez votre position Y égale à 0. Ça change rien. Ça change rien. Ça va changer les calculs intermédiaires, mais ça changera pas la réponse finale. Okay. Par exemple, ici, c'est la situation 3, que dans la section 3.3. On vous demande là, si, même problème que tout à l'heure, la brique là, qui part de 3 mètres, qui tombe sur la table. Là. Donc, la brique va descendre d'une hauteur de 2 mètres. Si on voulait résoudre le problème en se demandant c'est quoi la vitesse finale que la brique va avoir lorsqu'elle va tomber sur la table, on pourrait le faire par conservation de l'énergie. Okay. Dans le livre, on l'a fait de deux façons différentes, soit en mettant notre axe Y égale à 0 qui coïncide à la haut, sur la table, au sommet de la table, et juste pour montrer que ça marcherait dans pour n'importe quel choix de l'axe Y égale à 0, on a choisi de le faire aussi si on met Y égale à 0 situé au plafond. Okay? C'est sûr que dépendamment de où vous allez placer votre position Y égale à 0, ça va influencer un petit peu ça va influencer les calculs intermédiaires que vous allez faire. Entre autres, ça va changer les valeurs des énergies potentielles. C'est sûr que si vous prenez ce choix-là ici, si vous faites ça ici, ben avec ces graduations-là, vous allez dire que la position initiale de la brique, le YI, ça va être 2 mètres, alors que la position finale de la brique, le YF, ça va être 0 mètre. Okay. Par contre, si vous décidez de placer votre Y qui est à la 0 ici, ben là, ça va être différent parce que vous allez dire que votre Y initial, ça va être moins 0.5 m, donc 0.5 m en dessous de votre 0, et la position finale de la brique, ça va être Y qui est égal à moins 2.5 m. Fait que c'est sûr que, dépendamment à quel endroit vous placez votre Y égal à 0, ça va changer un petit peu vos calculs intermédiaires. Si on compare ça ici et ça ici, vous n'allez pas calculer les mêmes valeurs d'énergie potentielle, gravitationnelle, initiale et finale. Fait que ça va changer vos chiffres intermédiaires. Sauf que quand vous allez appliquer l'équation de la conservation de l'énergie, puis que vous allez isoler votre vitesse là-dedans, ça va donner exactement la même vitesse, peu importe si vous avez choisi cet axe-là en plaçant le 0 ici, ou si vous avez choisi cet axe-là. Ça revient exactement au même. Okay. Pourquoi? Parce que ce qui est important dans un problème de conservation d'énergie, c'est les changements d'énergie. Okay. C'est combien d'énergie potentielle s'est transformée en énergie cinétique pendant que notre brique a descendu de 2 mètres. Okay. La valeur comme telle de l'énergie potentielle, c'est pas vraiment important. C'est vraiment la variation d'énergie potentielle qui est importante. Okay. Par exemple, j'en ai même rajouté une troisième. Ici, j'ai dit, si on plaçait Y égale à 0 au plancher, okay, à ce moment-là, ce qu'on dirait, c'est que la position initiale de notre brique, ce serait 3 mètres. Et notre position finale, quand la brique tombe sur la table, ce serait 1 mètre.
Si on fait ce choix-là d'axe, ben, notre énergie potentielle initiale, ça va être 11,76 joules, et notre énergie potentielle finale, ça va être 3,92 joules. Fait que ce qu'on dirait, c'est que en tombant, la brique est passée de 11,76 joules d'énergie potentielle à 3,92 joules d'énergie potentielle. Donc, en faisant ça, la brique, en tombant, la brique a perdu 7,84 joules d'énergie potentielle. Et l'énergie potentielle que la brique a perdue, ben, ça s'est transformé, ça s'est converti en énergie cinétique. Okay. Si on faisait le choix de mettre y égale à 0 sur la table, ben on dirait que la brique, au début, elle avait 7,84 joules, et quand elle arrive à la position finale, là, y égale à 0, elle a 0 joules d'énergie potentielle, donc elle a passé de 7,84 à 0. Donc elle a encore une fois perdu 7,84 joules d'énergie potentielle qui se sont transformés en 7,84 joules d'énergie cinétique. Okay. Puis même si on fait le choix un peu plus bizarre là, de mettre y égale à 0 au plafond, c'est peut-être pas un choix que les gens feraient naturellement, mais ça fonctionnerait quand même. Donc, on aurait un YI de moins 0.5, un YF de moins 2.5, et encore une fois, là, ce qu'on remarquerait, c'est que pendant que la brique tombe, là, la brique perd 7,84 joules d'énergie potentielle. Fait que si elle perd 7,84 joules d'énergie potentielle, ça veut dire qu'elle gagne 7,84 joules d'énergie cinétique. Okay. Fait que c'est important de comprendre ça, quand on les met côte à côte, que c'est ça qu'on essaie de vous dire, c'est que la position, l'endroit où vous décidez de placer votre Y égale à 0, c'est pas important, ça changera rien. Il n'y a pas comme une bonne façon de placer votre Y égale à 0. La seule affaire que vous êtes vraiment obligé de faire, là, ça vous n'avez pas le choix, c'est de mettre l'axe Y vers le haut. Ça, vous n'avez pas le choix de le faire. Mais une fois que votre axe Y est bien orienté vers le haut, là, vous pouvez décider vous-même de l'endroit que vous allez appeler Y égale à 0. Puis une fois que vous avez décidé de cet endroit-là, bien évidemment, vous devez le respecter, vous devez vous fier à ça. Et fait que vous décidez, vous dites, ben moi je décide que c'est ça que j'appelle Y égale à 0. Puis à partir du moment où vous avez fixé ça, vous vous fiez à ça. Et vous notez vos positions initiales et finales en fonction de ce que vous avez appelé comme Y égale à 0. Okay. Fait que c'est ça. Il n'y a pas une il n'y a pas une bonne réponse, une mauvaise réponse, ok? Sauf que vous allez voir quand même avec l'expérience, le conseil que je peux vous donner, c'est que généralement, ce qui est le plus simple à faire pour les calculs, pour la résolution de problèmes, c'est que le plus simple, c'est de s'arranger pour que le point le plus bas qui va être atteint dans votre problème, à cet endroit-là, placez votre Y égale à 0. C'est ça qui va simplifier les calculs le plus possible. Comme dans ce cas-ci, par exemple, si la brique part là, de là et elle tombe sur la table, on imagine le mouvement dans notre tête. Bon, ici, c'est un problème simple, fait que c'est sûr que la brique va juste partir de là, tomber, puis atterrir sur le sommet de la table. Donc, on comprend que le point le plus bas qui va être atteint par la brique, c'est le sommet de la table. Donc, le plus simple entre ces trois possibilités-là, ce serait la deuxième possibilité de dire qu'on place Y égale à 0 sur la table. En faisant ça, ce qui va arriver, premièrement, c'est que il y a une de vos deux positions, la position finale dans ce cas-ci, va être égale à 0 quand la brique va tomber sur la table. Fait que si votre position Y finale est égale à 0, ben ça veut dire que l'énergie potentielle va être égale à 0 aussi, parce que l'énergie c'est mgy. Fait que c'est sûr que si Y vaut 0, le mg est égal à 0. Donc ça vous fait un des termes là, dans votre formule qui va être égal à 0. Tant mieux. Et aussi, ce qui arrive, c'est que si le point le plus bas de votre problème, ça que vous avez appelé Y égale à 0, mais ça veut dire nécessairement qu'il n'y a jamais rien qui va aller plus bas que ça. Donc, vous n'aurez jamais de position Y négative dans votre problème. Si vous n'avez jamais de position Y négative dans votre problème, ça veut dire que vous n'aurez jamais de valeur négative d'énergie potentielle. Donc, vous risquez probablement moins de vous tromper, de faire des erreurs de calcul, des erreurs de signe. Là, si vos énergies potentielles sont tout le temps positives, ben souvent, c'est ça qui va mieux dans les ça qui est plus facile dans le fond pour faire la substitution algébrique puis calculer là, les résultats numériques à nos problèmes. Mais c'est ça, comme tel, vous avez le droit de faire le choix que vous voulez, mais la seule affaire qui est vraiment importante, que vous êtes obligé de faire, c'est de mettre l'axe Y vers le haut. Une fois que ça c'est fait, vous décidez vous-même une position que vous appelez Y égale à 0. Une fois que vous l'avez décidé, vous la respectez, puis ça va fonctionner. Vous allez trouver la bonne réponse parce que c'est pas vraiment la valeur exact de l'énergie qui est égale, c'est vraiment la variation d'énergie qui est égale. Puis la variation est la même, peu importe quel endroit vous décidez d'appeler Y égale à 0. Okay.
on va faire, j'ai préparé deux petits vox pop, ok? Donc, vous pourrez jouer le jeu si vous voulez, là, vous pourrez faire une pause, là, quand ça vient le moment de répondre, essayez de faire votre tête à votre réponse avant de regarder la solution. J'en ai deux vox pop pour vous. Donc, le premier, c'est celui-là ici. On dit, là, c'est deux balles qui sont lâchées en même temps du toit d'un édifice. On néglige le frottement de l'air, là. Fait qu'imaginez qu'il n'y a pas de frottement dans cette situation-là. La balle 2 a une masse deux fois plus grande que celle de la balle 1. Donc, quand vous regardez le petit dessin ici, vous voyez la balle 2, sa masse est deux fois plus grande que la balle 1. On voit qu'elle est plus grosse. Okay. Donc, on prend les deux balles comme ça, puis on les lâche en même temps. Là, ce qu'on se demande, c'est juste avant de toucher le sol, l'énergie cinétique de la balle 2 va être comment comparativement à l'énergie cinétique de la balle 1? Est-ce que l'énergie cinétique de la balle 2, juste avant de toucher le sol, est-ce qu'elle va être deux fois moins grande que celle de la balle 1, égale à celle de la balle 1, deux fois plus grande, c'est deux fois moins grande, deux fois plus grande que celle de la balle 1 ou quatre fois plus grande que celle de la balle 1. Donc pensez-y un petit peu, on prend les deux balles, la seule différence entre les deux c'est que la balle 2 a une masse deux fois plus grande, on les lâche en même temps, c'est sûr que les deux balles vont tomber au sol, quand ils vont atteindre le sol, ils vont avoir une certaine vitesse. Là on s'intéresse à l'énergie cinétique, donc l'énergie cinétique de la balle 2 va être comment par rapport à l'énergie cinétique de la balle 1. Donc pensez-y un petit peu, faites une pause là, au besoin dans la vidéo, puis quand vous êtes prêts, vous pourrez continuer. Donc la réponse était que l'énergie cinétique de la balle 2 va être deux fois plus grande que l'énergie cinétique de la balle 1. Pourquoi c'est ça? Si vous vous rappelez de ce qu'on avait déjà vu dans le chapitre 1, on avait déjà dit que même si vous avez deux objets qui ont des masses différentes, quand on prend des objets et qu'on les lâche à la surface de la planète Terre, les objets vont tous tomber avec exactement la même accélération, qui est 9,8 mètres par seconde carré. Donc même si la balle 2 a une masse deux fois plus grande que la balle 1, c'est pas grave. Les deux balles vont tomber exactement en même temps, avec la même accélération. Donc si on a la même accélération, c'est sûr que quand ils vont arriver pour frapper le sol, ils vont avoir exactement la même vitesse. Okay. Fait que si on a exactement la même vitesse, les deux balles, l'équation pour l'énergie cinétique, c'est 1/2 mv carré. Donc si les deux balles ont la même vitesse en arrivant au sol, la seule chose qui va changer, c'est la masse. La balle 2 a une masse deux fois plus grande, donc elle va avoir une énergie cinétique deux fois plus grande également. Okay. L'autre façon qu'on aurait pu le voir, c'est que on sait que ce qui va arriver là, avec la conservation de l'énergie, c'est que quand on va lâcher les balles, comme les balles au début avaient une certaine hauteur, il y avait donc une certaine énergie potentielle gravitationnelle, puis quand les balles vont tomber, elles vont perdre leur hauteur, elles vont perdre leur énergie potentielle gravitationnelle, et l'énergie potentielle gravitationnelle qu'elles vont perdre va se transformer en énergie cinétique. Et au départ, là, qu'est-ce qu'on avait? Les deux balles étaient à la même hauteur, donc les deux valeurs de Y étaient les mêmes pour la balle 1 et la balle 2. G, c'est une constante, 9,8. La seule affaire qui change, c'est la masse des balles. Donc c'est sûr que si la balle numéro 2 avait une masse deux fois plus grande, c'est-à-dire qu'au départ, là, quand le problème commence, la balle 2 a deux fois plus d'énergie potentielle que la balle 1. Fait que c'est sûr que si elle a deux fois plus d'énergie potentielle, cette énergie-là qui se transforme en énergie cinétique, à la fin, la balle 2 va avoir aussi, évidemment, deux fois plus d'énergie cinétique que la balle 1, parce que ce qui se passe quand les balles tombent, c'est une transformation d'énergie. C'est d'énergie potentielle qui se transforme en énergie cinétique. Fait que si au début elle en avait deux fois plus, c'est sûr qu'à la fin, elle en a deux fois plus aussi. En tout cas, il y a plusieurs façons de trouver la réponse, soit en raisonnant en termes de transfert d'énergie ou en invoquant ce qu'on a vu là, au chapitre 1 qui dit que les deux objets de masse différentes vont avoir quand même la même accélération de chute libre. Ok, je vous en pose un autre vox pop. Peut-être un petit peu plus compliqué celui-là. Donc, ça va comme suit. On dit, lorsqu'on lâche un bloc initialement immobile sur un plan incliné d'une hauteur h sans frottement, il atteint une vitesse v au bas de la pente. Pour qu'il atteigne une vitesse 2v au bas de la pente, il faudrait le lâcher d'une hauteur égale à combien? Okay, fait que je vous répète ça d'une autre façon. Vous avez un plan incliné qui est sans frottement. Okay. Si on prend un bloc puis qu'on le place à une certaine hauteur h par rapport au sol, quand on va lâcher ce bloc-là, qu'est-ce qui va arriver? En le lâchant, il va se mettre à descendre, à glisser vers le bas du plan incliné avec une certaine accélération. Donc on pourrait calculer si on avait des chiffres, mais ce qu'on dit, c'est que quand il va arriver en bas du plan incliné, il va avoir maintenant une certaine vitesse V, un nombre de mètres par seconde qu'on ne connaît pas. Okay. C'est sûr que si on prend le bloc, au lieu de le laisser tomber, au lieu de
placé à une hauteur h, c'est sûr que si on le met à une hauteur plus grande, quand on va le lâcher, le bloc, ben, il va glisser pendant plus longtemps. Donc, il va avoir le temps d'accélérer plus. Donc, quand il va arriver en bas, il va avoir une vitesse plus grande. C'est bien certain. Plus qu'on le lâche à une grande hauteur, plus que sa vitesse arrivée en bas va être grande. La question qu'on se demande, c'est à quelle hauteur il faudrait le placer pour que, en le lâchant, là, il arrive en bas du plan avec une vitesse 2v, donc avec une vitesse qui est 2 fois plus grande que cette vitesse-là. Est-ce que la hauteur ici, là, ce serait 2h, 3h, 4h ou 5h? Pensez-y comme il faut. C'est pas si facile que ça. Faites une pause dans la vidéo si vous en avez besoin. Réfléchissez un petit peu. Puis quand vous êtes prêt, vous pourrez continuer pour regarder c'est quoi la solution. Donc la réponse, je ne sais pas s'il y en a qui ont pensé 2h. Là, souvent, il y a beaucoup de gens qui répondent 2h. Ils disent, ah ben oui, là, si on le laisse tomber d'une hauteur 2 fois plus haute, ben, quand il va arriver en bas, il va aller 2 fois plus vite. Ben, si vous avez répondu 2h, c'est pas la bonne réponse. Okay? La bonne réponse, c'est le numéro C, 4h. Il faudrait le lâcher 4 fois plus haut. Pourquoi? Ben, encore une fois, il faut réfléchir en termes de conservation d'énergie. Donc, qu'est-ce qui arrive ici là, quand on prend notre bloc puis qu'on le lâche? C'est qu'au début, quand le bloc est à sa position initiale, il est à une certaine hauteur, donc il y a une certaine énergie potentielle gravitationnelle, mgy. Okay? Et quand on va lâcher le bloc, qu'est-ce qui va arriver? Ben, le bloc va retomber au sol, donc il va perdre sa hauteur, donc il va perdre de l'énergie potentielle gravitationnelle, mais l'énergie qu'il perd, dans le fond, elle se transforme en énergie cinétique. C'est vraiment juste un transfert là, d'énergie potentielle qui se transforme en énergie cinétique. Si on veut que le bloc arrive en bas du plan avec une vitesse qui est égale à 2v, une vitesse 2 fois plus grande, qu'est-ce qui arrive, c'est que si un objet a une vitesse 2 fois plus grande, si on regarde son énergie cinétique, là, un objet qui a une vitesse 2 fois plus grande, comme la vitesse est au carré dans l'équation d'énergie cinétique, ce qui va arriver, c'est que un objet qui a une vitesse 2 fois plus grande n'aura pas une énergie cinétique 2 fois plus grande, hein, il va avoir une énergie cinétique 4 fois plus grande, parce que si la vitesse a doublé, mais que c'est au carré, 2 au carré, ça donne 4. Donc, ça veut dire que l'objet ici, là, qui va à une vitesse 2v, il a 4 fois plus d'énergie cinétique que l'objet qui a une vitesse v. Fait que s'il y avait une énergie cinétique 4 fois plus grande à la fin, ça veut dire qu'au départ, là, quand le problème va commencer, quand on va lâcher notre bloc ici, il doit avoir une énergie potentielle gravitationnelle 4 fois plus grande que dans la situation ici. Hein. C'est sûr, parce que s'il y a 4 fois plus d'énergie potentielle, ça va se transformer en 4 fois plus d'énergie cinétique, ce qui va permettre au bloc d'avoir une vitesse 2v. Fait que comment on peut faire pour avoir une énergie potentielle gravitationnelle 4 fois plus grande? Ben, la masse, on peut pas la changer, c'est le même bloc. Okay? Le G, c'est juste une constante qui vaut 9.8. Fait que la seule façon d'avoir une énergie potentielle 4 fois plus grande, c'est d'avoir une hauteur 4 fois plus grande aussi. Donc, c'est pour ça qu'il faut placer le bloc à une hauteur de 4h plutôt qu'à une hauteur h. Il va partir de 4 fois plus haut. Il va avoir 4 fois plus d'énergie potentielle. Donc, quand il va descendre, ça va se transformer en une valeur d'énergie cinétique qui est 4 fois plus grande ici que ici. Okay. Pas facile, mais ce problème-là. Mais c'est ça, c'est tout le temps le piège là, que la vitesse est au carré. C'est ça que les gens oublient parfois. Ok, faut juste pas oublier ça. La section 3.3 est presque terminée. Ce qui reste à faire, c'est juste une petite constatation, un petit truc, le fun là, à savoir, puis qui est utile. C'est que quand on fait la conservation de l'énergie, on calcule l'énergie cinétique, une demi-mv carré, puis v, c'est le module de la vitesse. Okay? Fait en faisant le chapitre 3, quand on fait les équations d'énergie, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on ne parle pas de composante X, composante Y, comme on le faisait par exemple dans le chapitre 1, là, quand on faisait la cinématique. Parce que l'équation d'énergie, c'est quelque chose seulement qui dépend du module de la vitesse. Okay? En fait, l'énergie, là, c'est pas comme des forces, hein, c'est pas des vecteurs. L'énergie, c'est vraiment juste des scalaires qu'on appelle. Une énergie, ça n'a pas d'orientation. On peut pas dire là, que c'est on peut pas dire, mettons, une balle a une énergie cinétique de 5 joules vers le haut ou de 5 joules vers la droite. Là. De l'énergie, c'est un scalaire. Ça n'a pas de direction. Okay? Et ce qui est intéressant de remarquer là-dedans, c'est que quand on fait le principe de conservation d'énergie, ça nous permet donc là, de faire des équations puis d'isoler par exemple la vitesse v. Ça nous permet de trouver directement le module de la vitesse finale d'un objet dans une certaine situation et on peut le trouver directement, ce module de vitesse-là, sans avoir besoin de passer par les composantes X, les composantes Y, puis de faire des décompositions.
Donc, je vais vous montrer un exemple, par exemple. C'est dans le livre, là, la situation 5. Donc, on a une situation qui ressemble à ça. Donc, ça devrait vous rappeler, là, étrangement, ce que vous avez vu dans le chapitre 1. C'est un problème typique là, de cinématique. On vous dit, là, vous avez une balle qui est lancée à 12 mètres par seconde, à un angle de 30 degrés par rapport à l'horizontale. On vous dit que, mettons, au départ, la balle est à 10 mètres au-dessus du sol. Et on pourrait vous demander, par exemple, ce serait quoi le module de la vitesse de la balle lorsqu'elle va frapper le sol. Si on n'avait pas fait le chapitre 3, si vous aviez seulement fait le chapitre 1, qu'est-ce que vous auriez fait pour résoudre ça? Ben, la première chose que vous auriez fait, c'est que vous auriez décomposé votre vitesse en composante X, composante Y. Vous auriez utilisé, par exemple, les équations de la cinématique pour trouver c'est quoi la composante de la vitesse en Y quand la balle va toucher le sol. Puis là, si vous auriez connu là, la composante Vx, la composante Vy, vous auriez fait un Pythagore de ça pour trouver le module de la vitesse finale. Vous auriez pu faire ça, c'est bien correct, ça aurait marché, ça aurait donné une vitesse de 18,4 mètres par seconde, qui est la bonne réponse. Okay? Sauf que ce que je vais vous faire remarquer ici, c'est que on obtient exactement ce même résultat-là en y allant par conservation de l'énergie. Okay? Parce que si on regarde les données qu'on connaît, on peut dire que le point qui est ici, on va appeler ça la position initiale. Donc on peut dire que la position, la hauteur initiale de notre balle, c'est YI égale à 10 mètres. La position finale de la balle quand elle va tomber au sol, c'est quand Y final va être égal à 0. On a décidé de placer un axe Y qui pointe vers le haut. Puis on a décidé comme ça stratégiquement là, de dire que Y égale à 0, c'est la position qui correspond avec le sol. Donc c'est bien correct de faire ça. Et ce qu'on nous donne dans la question, c'est qu'on nous donne le module de la vitesse initiale. On dit on lance une balle à 12 mètres par seconde à 30 degrés, d'accord, mais le module de la vitesse initiale, c'est 12 mètres par seconde. Si on connaît YI, YF et VI, la seule chose qu'on ne connaît pas, c'est VF. Et on peut juste écrire l'équation de la conservation de l'énergie, KF plus UGF égale à KI plus UGI. On connaît tout sauf VF. Donc on peut juste écrire notre équation, remplacer, isoler VF là-dedans, et ça va nous donner 18,4 mètres par seconde. Okay. Donc vous voyez que quand on le fait par la conservation de l'énergie, le problème, là, on est capable de trouver la bonne réponse juste en se servant du 10 mètres, du 0 mètre, du 12 mètres par seconde. On n'a même pas besoin, si vous remarquez ici, là, si vous regardez le calcul comme il faut, on n'a jamais besoin d'utiliser l'angle de 30 degrés. Okay. Pourquoi? Parce que la question qu'on cherchait à répondre ici, c'est trouver le module de la vitesse finale. Et quand on fait les calculs pour énergie, c'est exactement ça que ça fait, c'est que ça nous permet de calculer facilement c'est quoi le module de la vitesse finale. Okay. Fait que la balle, on la lance à 30 degrés, ou même si on l'avait lancé, disons, à 20 degrés, 10 degrés, 40 degrés, 50 degrés, c'est sûr que ça aurait changé la trajectoire de la balle, ça aurait changé par exemple la hauteur maximale qui va être atteinte, ça aurait changé à quelle distance horizontale la balle va retomber là, par rapport au sol, ça aurait changé aussi pendant combien de temps la balle va rester dans les airs. Si c'est ça qu'on se posait comme question, là, je suis d'accord, on n'aurait pas le choix, il faudrait vraiment le faire par cinématique, il faudrait décomposer là, notre vitesse en composante X, composante Y, pareil comme vous le faisiez dans le chapitre 1. Okay. Mais si la question c'est de trouver le module, la vitesse finale, ben là, pas besoin de faire toutes les décompositions puis de trouver séparément la vitesse finale en X, la vitesse finale en Y, puis de recombiner ça par Pythagore. On peut le faire beaucoup plus simplement et beaucoup plus rapidement en utilisant le principe de conservation de l'énergie. Okay. En tout cas, je suis pas en train de dire que ce que vous avez vu au chapitre 1, c'est pas bon et que c'est inutile, c'est bon. C'est juste que ça dépend de ce que vous cherchez. Okay? Souvent, vous allez voir, c'est comme ça, c'est qu'en physique, on a plusieurs théories, plusieurs façons, des fois différentes, de résoudre les problèmes. Mais dépendamment de la question qu'on va nous demander, il y a certaines techniques qui sont plus faciles à utiliser ou plus rapides que d'autres techniques, mais qui, de toute façon, donnent les mêmes réponses là, en bout de ligne. Puis ce que je peux vous dire dès maintenant, puis que vous allez vous rendre compte un peu avec l'expérience, c'est que le principe de conservation d'énergie, c'est une méthode qui fonctionne bien, qui est relativement facile à utiliser. Ça fait des calculs qui sont très simples. Il n'y a pas d'affaire de formule quadratique ou des choses comme ça. Mais c'est comme une technique qui est spécialisée. La spécialité là, de la conservation d'énergie, c'est quand on veut trouver le module d'une vitesse finale. Si on veut trouver un angle ou à quel angle, mettons, la vitesse
quel angle la vitesse va former par rapport à l'horizontale. Ça se fait pas par l'énergie. Là, il faudrait le faire par décomposition, composante X, composante Y. Mais en tout cas, juste pour dire que chaque technique a ses forces et ses faiblesses. La force de la conservation d'énergie, ça permet de trouver très 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 facilement les modules des vitesses finales dans les situations qui nous intéressent. Donc voilà pour la section 3.3. Ça fait le tour de ce que je voulais voir, de ce que je voulais faire avec vous. Donc c'est ça, je vais faire une petite vidéo là, pour résoudre un des exercices de la section 3.3. Et mais voilà. Donc, à la prochaine. Au revoir.